Capter, dévier, canaliser, gaspiller, polluer. L'eau est une ressource essentielle et un bien commun qui doit être mieux protégé. Alors comment choisir ensemble la meilleure voie à suivre? On voit cela à l'échelle locale avec le Rhône. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on s'intéresse à l'eau. Le dérèglement climatique, la pollution ou tout simplement les pénuries, de nombreuses menaces mettent en péril la ressource aux quatre coins du globe. Alors, face aux limites du modèle classique et à l'appétit de certaines multinationales, faut-il inventer de nouveaux modèles de gouvernance plus démocratiques? J'en parle avec Agnès Golfier. Bonjour. Bonjour. Agnès, tu es co-directrice de la Fondation Daniel Mitterrand et membre du comité de l'association IDEO basée à Lausanne. À travers le monde, on observe qu'il y a de plus en plus d'initiatives ces 15 dernières années pour donner un statut juridique à des éléments naturels comme par exemple les forêts, les montagnes ou les fleuves. Ça parle de quel constat? C'est un constat d'épuisement de notre environnement, des éléments naturels qui nous permettent de vivre en réalité. Donc d'épuisement, de pollution, de destruction aussi. Et la réflexion qui amène dans les années 70 à dire « et si on reconnaissait un droit ou des droits à la nature », c'est qu'aujourd'hui, ce qui régit les règles du vivre ensemble, les décisions entre humains, c'est le droit. Et autant le droit reconnaît à une entreprise une existence morale, juridique, autant aux éléments naturels, aux animaux, aux forêts, il n'en reconnaît pas. Donc, il n'y a pas de représentation de ce qui nous entoure, ce qui nous permet de vivre dans le droit. Donc, de cette idée simple est arrivée cette notion des droits de la nature et l'envie, le souhait de reconnaître, pas de donner, parce qu'en fait, les éléments naturels, ils nous permettent de vivre, ils sont là, mais de leur reconnaître une personnalité juridique pour qu'ils puissent se défendre contre des projets qui peuvent les détruire, leur nuire, et puis qui peuvent aussi permettre d'anticiper des crises, pas seulement de restaurer. D'être dans le préventif aussi. Voilà, exactement. Donc, dans des tribunaux, il puisse y avoir certes des personnes, donc des humains, mais qui parlent aussi au nom d'entités comme des fleuves ou des poissons, des animaux, etc. Donc, et la question est de plus en plus mise sur la table. Est-ce que toi, tu as des exemples concrets ici ou à l'étranger de statuts juridiques qui ont été donnés à la nature? Oui, alors, ce qui est assez connu, c'est vraiment en Amérique latine, parce que c'est un mouvement qui a vraiment pris là-bas. Par exemple, en 2008, la Constitution équatorienne accorde des droits à la nature. À travers le globe, il y a des fleuves qui ont acquis une personnalité juridique, en Amérique latine, mais aussi en Asie. En Nouvelle-Zélande, c'est un exemple assez connu. Le fleuve qui acquiert une personnalité juridique acquiert le droit, en amont de tout projet, en fait, avoir une voix pour dire à travers des humains, encore une fois, ce projet, il va avoir cet impact-là sur tout l'écosystème, en fait, que moi, fleuve, je permets d'irriguer, à qui je permets de vivre. Ça peut nous paraître un petit peu abstrait aussi, mais c'est une révolution pour se décentrer, en fait, d'un regard complètement anthropocentré, donc vraiment centré sur nous, humains, et le droit qu'on s'est donné d'exploiter toutes ces ressources naturelles qui, en réalité, nous permettent de vivre. Ça, c'est pour le côté abstrait. Maintenant, très concrètement, près de chez nous, l'association pour laquelle tu t'engages, IDEO, a lancé en 2020 l'appel du Rhône afin de doter le fleuve d'un statut juridique. Je te propose de regarder en guise d'intro un sujet consacré par la RTS. Et si l'on donnait des droits à la nature, à l'environnement? C'est la question très sérieuse que se posent toujours plus de personnes soucieuses de mieux protéger nos écosystèmes terrestres. À l'image de Frédéric Pitaval qui lance avec son association IDEO l'appel du Rhône. L'appel du Rhône, c'est une mobilisation citoyenne, populaire, transnationale, afin de demander la reconnaissance d'une personnalité juridique au fleuve Rhône, de son glacier en Suisse à son delta en France. En fait, c'est lui donner les moyens de se prémunir des agressions, de se prémunir des activités destructrices et surtout de lui permettre de sauvegarder, de préserver son intégrité.
Car l'homme s'est souvent positionné en prédateur face à la nature. Lui donner des droits, a priori, permettrait de mieux punir les écocides ou destructions de l'environnement. S'il y avait des actions en justice qui étaient mises en place, eh bien, que la nature ait des droits, ça permettrait qu'elle soit représentée et donc qu'il y ait des personnes qui soient les avocats de la nature pour faire valoir ses droits. Doter des fleuves, des lacs ou des montagnes d'un statut juridique, l'idée a déjà fait son chemin ailleurs. En 2017, la Nouvelle-Zélande accorde la personnalité juridique au fleuve Wanganui et l'Inde a fait de même pour les écosystèmes liés au Gange et à l'Himalaya. Un symbole pour faire évoluer le droit de l'environnement. L'appel du Rhône est né face au constat que le fleuve n'était pas assez protégé face aux diverses atteintes et menaces qui pèsent sur lui. C'est quoi exactement les problèmes ? Alors, les problèmes, ils sont à la fois au niveau de la quantité de l'eau du fleuve, mais aussi de la qualité. En termes de quantité, aujourd'hui, déjà, on a un glacier qui est en cours de disparition. En 2100, il aura disparu. Donc, ça veut dire que nos enfants verront la fin du glacier du Rhône. En termes de quantité, il y a aussi le fait que le débit du fleuve fluctue beaucoup. Donc, il y a des phénomènes climatiques qui sont soit du trop d'eau, donc voilà, comme on a vu cette année dans le Valais avec des crues vraiment très importantes. Mais c'est surtout des problèmes de quantité en termes de réduction du débit. C'est-à-dire que d'ici 2030, il y aura l'été moins 37% du débit du fleuve. Donc ça veut dire un fleuve qui va vraiment se réduire. Enfin, ce sera visible à l'œil nu. Et en même temps, on prélèvera encore plus d'eau. Donc ça devrait augmenter de plus 30% d'ici 2060. Donc voilà, d'un côté, il y a moins d'eau. Et de l'autre côté, on en prélève davantage pour l'énergie, pour l'agriculture, etc. Donc ça, on le voit. C'est la quantité. Ça, c'est la quantité. Et en termes de qualité, ça, on en parle aussi beaucoup. On a un fleuve qui est pollué, donc avec des rejets de l'industrie dans le cours d'eau. Ça, nous, citoyennes, citoyens, on en entend parler quand on entend parler que ça arrive dans nos robinets ou dans nos bouteilles d'eau minérale, c'est-à-dire que on a entendu parler des polluants éternels. Ça a été vraiment là les PFAS, voilà, ça a été un gros sujet autour de Lyon, donc vraiment autour du bassin du fleuve Rhône. En Suisse, on a entendu parler du scandale du chlorothalonil dans les eaux minérales. Donc là, voilà, on se sent quand même directement concerné. C'est pas qu'une histoire de et ça a souvent plus d'impact quand il y a des enjeux sanitaires aussi. Voilà, exactement. La pollution, elle affecte pas que les humains, elle affecte aussi les animaux, les poissons. Aujourd'hui, dans le lac Léman, il y a une réduction des volumes de pêche. C'est pas juste parce qu'on a décidé qu'il fallait réduire, mais c'est aussi que les polluants, mais aussi le fait que l'eau soit moins brassée parce que moins froide, fait que les œufs ne peuvent plus trop éclore et donc il y a une vraie baisse du volume de poissons. Il y a aussi une énorme pollution au plastique, au microplastique. Il y a plus de 8 tonnes qui sont charriées chaque année par le Rhône, donc tonnes de plastique qui arrivent au delta. Donc c'est assez phénoménal. Donc voilà, ces constats-là, ils sont importants, ils sont visibles, ils sont perceptibles par nous directement et ils vont en s'accroissant, ils s'accélèrent. Et c'est pour ça que vous avez lancé l'appel du Rhône pour donner un statut juridique au fleuve. Il y a eu des impacts positifs ? Pas encore. Ok, c'était une première étape. Voilà, c'était une première étape. C'est-à-dire que l'appel du Rhône, aujourd'hui, c'est 1500 signataires de France et de Suisse. Donc, c'était vraiment un mouvement entre les deux pays. L'association IDEO l'a lancé, mais ça a été vraiment une première étape. C'est-à-dire que le constat qu'on a eu, c'est de se dire, demander la reconnaissance d'une personnalité juridique, très bien, peut-être que ça va faire tilt à un moment ou à un autre, mais pas tout de suite, du côté de la Suisse ou du côté de la France. Mais de là à avoir un statut juridique d'ici quelques années, dans les deux pays, il y a un peu de chemin à faire. C'est pas encore le cas, du coup. Voilà, c'est pas encore le cas. Et puis, deuxième chose, donner une personnalité juridique, ça veut dire aussi que des personnes, des humains, des citoyennes, des citoyens se saisissent de la représentation en fait du fleuve, de ses écosystèmes, plantes, animaux,
et sont en capacité d'aller porter auprès d'institutions la voix de ce fleuve. Mmh. Et quand on parle d'institutions, encore une fois, c'est 2 pays, c'est des cantons, c'est des communes, c'est des régions qui sont différentes. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est en fait, c'est pas suffisant. Il faut créer une assemblée populaire du Rhône, voilà, c'est ça? Il faut réinventer une gouvernance, donc une façon de décider ensemble autour de ce fleuve. D'où l'idée d'avoir cette assemblée populaire du Rhône qui, logiquement, après l'appel du Rhône, s'est dessinée et a été concrétisée en 2021. Et c'est quoi exactement? Concrètement, c'est IDEO, l'association dont je fais partie, qui identifie des scientifiques, des artistes, des personnes qui travaillent aussi autour du fleuve, et puis qui, avec ces personnes, dit on va proposer à 25 personnes, 25 riveraines, riverains du fleuve, en France et en Suisse, de mener une grande enquête pour comprendre tous les enjeux qu'il y a autour du fleuve et faire des propositions de comment on pourrait faire autrement, comment on pourrait décider autrement. Donc, il y a ces 25 personnes, elles ont été tirées au sort avec une proposition très simple qui est, vous allez passer 5 sessions, donc 5 fois 3 jours, à enquêter, à aller observer, à arpenter, à discuter, à échanger. Et pour ça, le cadre qu'on avait identifié, donc les boussoles qu'on avait identifiées, c'était 3 choses. C'était déjà réfléchir avec l'idée qu'on est tous interdépendants autour du fleuve. Les poissons, les humains, les acteurs qui travaillent autour du fleuve. Et puis, qu'on soit en Suisse ou en France, en fait, qu'on habite à côté du glacier ou qu'on habite dans le delta, en fait, on est tous liés. Les gouttes d'eau mettent un certain temps à arriver du glacier jusqu'au delta. Même pour traverser le lac Léman, c'est environ 11 ans. On estime à peu près à 11 ans. Mais, en fait, l'eau qui tombe ou l'eau qui fond du glacier, elle permet aussi d'irriguer le delta. Donc, en fait, on est tous liés. Ouais. La deuxième chose, c'est il faut réfléchir dans le cadre des limites planétaires, c'est-à-dire l'idée qu'on n'est pas dans un monde infini, qu'on a certaines limites, et l'eau douce en est une, c'est-à-dire que ce n'est pas une ressource inépuisable. Et puis, la troisième boussole, c'est la démocratie directe, c'est-à-dire que toute personne a le droit, a la capacité de prendre part aux décisions qui la concernent, et ça peut se faire justement en mobilisant, en s'informant et en enquêtant. Si le podcast vous a plu jusque-là, abonnez-vous. C'est la meilleure façon de soutenir le travail de Public Eye. Alors je te propose de plonger ensemble dans l'une des sessions que vous avez organisées dans le cadre de ces assemblées citoyennes, en écoutant le témoignage de certains de ces participants. J'ai toujours eu un lien avec le Rhône, parce que j'habite le long du Rhône comme tout le monde qui participe ici. Et du coup, je m'en préoccupe. Mon rôle à la paire en tant que citoyenne, c'est de contribuer au fait qu'on aille regarder l'état du Rhône et puis de se dire comment on va lui apporter une voix dans les faits, dans le concret, quelle forme ça pourrait prendre et d'y apporter en fait mon énergie à mon échelle. Quand je vais maintenant au bord du Rhône, j'ai plus le même point de vue que j'avais avant, qui était assez simpliste en fait, parce que je considérais le Rhône sur la partie où je promenais, c'était assez local. Mais en fait, avec tous les panélistes, avec l'équipe, etc., et avec tous les ateliers qu'on a pu mener, les intervenants, les conférences, etc., je me suis rendu compte du coup qu'il y avait une vaste étendue de problèmes qui apportent du coup une vaste étendue de réflexions à avoir et d'idées, pour essayer de protéger au mieux le Rhône dans toute sa diversité et de préserver finalement ce fleuve qui est un monument important de notre vie, je pense, et de beaucoup de riverains. La participation citoyenne, c'est la troisième boussole que tu évoquais pour ce projet. C'est essentiel, tu penses, pour la transition écologique ? Alors nous, on n'utilise pas trop le terme participation. On parle plutôt de démocratie directe, au sens où la participation, c'est finalement... souvent une institution qui dit on va vous demander votre avis. La démocratie directe, ça vient plutôt du bas. C'est plutôt des citoyennes, des citoyens qui se disent tiens, par exemple sur l'eau, on a un souci, on estime qu'on a notre mot à dire, que ça nous concerne, et donc on va
se prendre en main, s'organiser pour donner de notre voix. Donc en fait, la démocratie directe, je suis convaincue que c'est vraiment absolument fondamental dans la transition ou pour une transformation profonde en fait de nos façons de décider, de nos façons de réfléchir. Ça permet de repolitiser les enjeux liés à l'eau, qui sont d'ailleurs souvent plutôt abordés sous un angle commercial. Alors, commercial et technique. Et une des conclusions justement des panélistes, c'était de dire arrêtons d'avoir une vision très utilitariste du fleuve. Donc de l'exploiter, de puiser, d'aller le chercher pour refroidir ou pour alimenter des usines. Mais considérons aussi tout ce qui nous lie de façon immatérielle au fleuve et que en fait il y a une culture, il y a des cultures autour de ce fleuve. Par exemple, en Suisse, on a cette grande chance d'avoir plusieurs sources de grands fleuves. Et quand vous regardez une carte, c'est vraiment fascinant. On voit que les bassins versants, donc en fait, les bassins des différents fleuves, ils correspondent presque exactement aux différentes régions linguistiques. Ce qui veut dire qu'un fleuve, c'est aussi historiquement une voie de circulation. C'est des chansons, c'est des histoires, c'est aussi des conflits. Donc il y a toute une vie, toute une culture autour du fleuve qui fait que c'est important de prendre ça en compte. Donc ces assemblées citoyennes permettent de ramener un peu d'immatériel dans cet héritage. Cette assemblée a duré près de 2 ans. En mars dernier, elle a rendu ses conclusions. C'est quoi les principales pistes et solutions mises en évidence ? La proposition centrale en fait des panélistes et de l'Assemblée, c'est de proposer une nouvelle gouvernance au fleuve. Donc ils sont allés jusqu'à proposer la constitution ou d'assemblées au pluriel ou au singulier qui auraient leur voix à dire autour du fleuve, donc avec pas seulement une représentation des institutions ou des industries, etc., mais aussi des gardiennes et gardiens du fleuve, qui seraient des personnes comme toi et moi, mais aussi qui accepteraient de se former, de s'informer et de participer régulièrement à des échanges et des discussions. Ils ont proposé des modes de décision différents, donc des méthodes en fait de prise de décision. Beaucoup de solutions sur la gouvernance. Voilà, donc pas seulement on élit des gens qui nous représentent, mais aussi on discute, on échange et puis on prend une décision par consentement, par jugement majoritaire, enfin voilà, ce genre de choses. IDEO, c'est le nom de l'association pour laquelle tu t'engages. C'est évidemment un jeu de mots intéressant, des idées, l'eau, des idéaux. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à t'investir dans ce combat pour la préservation de l'eau ? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai des enfants. Je sais que déjà, comme je le disais tout à l'heure, ils vont voir le glacier du Rhône se disparaître. Ils seront, et nous serons même, de notre vivant, affectés directement par des pénuries en eau, des épisodes de sécheresse. Donc, moi, ce qui me pousse aujourd'hui, c'est de me dire, j'ai envie et j'ai besoin de participer, en fait, de dire quelque chose. Je vais pas juste subir, aussi parce que, en fait, derrière ces enjeux de l'eau, il y a des inégalités, il y a des logiques de privatisation et que moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, j'ai besoin de le dire. Et tu les as vus de près, c'est logique, en ayant bossé dans la coopération internationale ? Oui, alors j'ai effectivement vécu à l'étranger. Alors moi, j'ai grandi le long d'un autre fleuve et à l'embouchure d'un autre fleuve qui est la Seine. Donc j'ai toujours vu beaucoup d'eau. Et en fait, j'ai pris conscience à plusieurs moments que c'était pas une ressource inépuisable. Donc effectivement, quand j'ai vécu, par exemple, en Inde, où l'eau, il y en a parfois énormément, il y a des inondations, mais il y a aussi plein de moments où elle se fait très rare, elle est polluée, et puis ça impacte, quand on voit, on a les yeux rivés sur le niveau des lacs, parce que c'est ça qui fournit l'électricité, donc en fait on sait très bien que quand il y a des épisodes de sécheresse, il n'y aura pas d'électricité,
ça questionne. Quand on sait aussi qu'on ne peut pas boire l'eau du robinet parce qu'elle est trop polluée, donc il faut acheter de l'eau, donc ça crée une inégalité flagrante en fait en termes de santé pour des gens qui ne peuvent pas s'acheter l'eau potable. C'est révoltant et ça donne envie de se mobiliser. Et puis, au-delà de la coopération internationale, c'est ce qui se passe en Suisse aujourd'hui, en fait. Ouais. C'est la Suisse a longtemps été appelée le château d'eau de l'Europe, et en fait, c'est un pays qui sera en stress hydrique en 2030. Il y a déjà des restrictions d'urbanisme, par exemple, des communes qui disent on ne peut plus délivrer de permis de construire parce que on n'a pas assez d'eau. Il y a des communes aussi qui sont sous restriction dès le mois de juillet. Donc ça, c'est là, c'est maintenant. Et puis c'est juste à côté de chez nous, en fait. Donc il est temps de se mobiliser. Et puis voilà, j'ai envie de participer à ça. Et pour finir sur une question peut-être un peu plus philo, est-ce que tu penses que c'est plus difficile d'envisager ici les évolutions dont on parlait, statut juridique, assemblée citoyenne, etc., dans nos sociétés occidentales, en guillemets, où l'on voit les éléments naturels plus souvent comme des objets que comme des sujets à part entière? Alors, effectivement, c'est plus difficile, et peut-être aussi parce qu'on s'est coupé d'une relation sensible à l'eau. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, dans notre quotidien, et surtout l'été, on va se baigner dans les lacs ou dans les rivières, ici en Suisse. Mais nos fleuves, nos rivières, ils sont souvent invisibilisés, ils sont souvent très canalisés. On parle de correction du Rhône, donc en fait... Le mot est fort. Le mot est très fort, c'est-à-dire, t'as tort, en fait. On va t'apprendre comment faire. Voilà. Et dans les villes, par exemple à Lausanne, il y a aujourd'hui des citoyens ou des citoyennes qui disent « Ah, en fait, le Flon, c'est une rivière qui traverse Lausanne. Et puis, on le voit pas. Il est invisibilisé. Qui sait aujourd'hui qu'on peut vraiment aller se baigner dans le Flon, mais au-dessus de Lausanne, parce qu'en réalité, dans la ville, il est invisible. Donc, on s'est coupé aussi de toute cette relation sensible au fleuve et toute la culture dont je parlais tout à l'heure. Alors que il y a effectivement d'autres cultures où cette relation-là, elle est encore très visible, sensible. Et donc, il y a plus de conscience de nos interdépendances. Et on espère bien sûr qu'avec ce podcast, on a participé un peu à notre échelle à visibiliser ces enjeux de protection du Rhône. Merci beaucoup Agnès Golfier d'être venue. Merci à vous. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez cet épisode s'il vous a plu. Toutes les références sont en description. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.